Bonjour, Julie et Hélène Pascal. On va attendre encore peut-être une autre minute là, pour voir si d'autres personnes vont se présenter. Pierre-Luc, il est midi 32. Veux-tu qu'on aille de l'avant? Oui. Parfait, excellent. Alors, bon, ça va être un petit atelier intime, 3 participants, magnifique. Alors, bonjour Sandra. Allô? Bienvenue à Sandra, Hélène Pascal et Julie. Donc, je me présente, Louise Lauzon, je suis leader pédagogique avec l'équipe tactique. Et puis, je souhaite la bienvenue à cet atelier du colloque TAC 2024-2025. Donc, aujourd'hui, vous avez choisi de participer à l'atelier Transformer sa formation en atelier Faire vivre la littératie, qui sera présenté par Pierre-Luc Bélanger. Pierre-Luc en est à sa 20e année en éducation. Il occupe un poste de conseiller pédagogique en littératie à ELEV-PANA et également s'occupe du dossier des enseignants de la réussite de l'élève au sein du CPO. Il se donne continuellement comme objectif de rendre l'apprentissage amusant. Pierre-Luc est aussi professeur chargé de cours à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa et est aussi un auteur primé de la littérature jeunesse. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Pierre-Luc. Bon atelier. Merci beaucoup, Louise. Donc, bonjour, mesdames. Donc, oui, c'est un petit groupe, mais je pense que c'est la qualité qui compte plus que la quantité. Donc, on a, je pense, là, des participantes qui sont intéressées de peut-être changer leur approche, qui sont intéressées par la littératie. Donc, ça tombe super bien. Donc, Louise m'a déjà présenté, donc je vais aller plus vite là-dessus, mais vous allez avoir accès à mon courriel si jamais vous voulez m'écrire par la suite. Donc, au menu, on va commencer avec une petite info pub. On va avoir une petite activité de mise en train. On va parler d'évaluation, de poésie, de slam, de session de slam et poésie, de rétroaction des personnes participantes et de réflexion. Donc, êtes-vous tanné d'offrir des formations plutôt traditionnelles portant sur des données, des outils diagnostiques ou des nouveaux programmes cadres? Souhaitez-vous offrir quelque chose de différent? Aimez-vous faire preuve de créativité? Souhaitez-vous placer les personnes participantes au cœur de leur développement professionnel? Aimez-vous inspirer le personnel enseignant? Êtes-vous prêt à prendre des risques et sortir de votre zone de confort? Êtes-vous prêt à vous amuser avec les personnes participantes? Si vous avez répondu oui aux questions précédentes, alors n'hésitez pas à faire comme mon ancien collègue Taylor Harris et moi avons fait et transformer votre formation en atelier pour faire vivre la littératie. Donc, je parle de mon ancien collègue qui est maintenant rendu à la direction adjointe. Donc, si ça n'avait pas été le cas, il serait ici avec moi en train de présenter maintenant, mais il a choisi de relever un autre défi dans sa carrière. Donc, Taylor et moi, on a décidé qu'on voulait, nous autres, s'amuser. On voulait essayer de donner le goût aux enseignants de français et d'anglais, de s'amuser aussi, d'apprendre, puis peut-être de sortir de leur zone de confort, surtout quand ça vient à l'enseignement du slam ou de la poésie. C'est un genre de texte que beaucoup de jeunes sont un petit peu frileux à l'enseigner, puis ils se disent souvent, ben ça va être ma dernière unité. Puis si on manque de temps, ben on manquera de temps. Pourtant, les élèves, règle générale, embarquent. À prime abord, ils peuvent être un petit peu rébarbatifs quand on parle de poésie, mais ça ne prend pas de temps qu'on est capable normalement de piquer leur curiosité. Donc, avec ça en tête, Taylor et moi, on s'est dit, ben, pourquoi pas essayer de s'amuser nous-mêmes et de permettre au personnel de s'amuser dans le but qu'ils puissent ensuite faire des activités avec leurs élèves qui pourraient justement dynamiser leur cours de français ou d'anglais.
Donc, la première chose qu'on a fait lorsqu'on nous avons accueilli nos participants cet automne, c'était de leur remettre un bon vieux cahier Canada. Vous vous souvenez sans doute les cahiers Canada 3 trous ou les cahiers Hilroy, le dépendamment lequel était en vente. C'est ce qu'on remettait aux participants. Donc, aujourd'hui, étant donné que nous sommes en virtuel et pas en présentiel, je vous partage votre carnet format Canva. Donc, si vous cliquez sur le lien qui va apparaître dans la boîte de clavardage, vous allez avoir accès à votre carnet et vous pourrez cliquer sur le bouton qui va dire « Utiliser un modèle pour la nouvelle création ». À ce moment-là, ça va vraiment devenir votre carnet à vous. Donc, ce carnet-là, vous allez pouvoir vous en servir tout au long de l'atelier aujourd'hui parce que oui, je vais vous présenter comment est-ce qu'on s'est pris pour faire vivre un atelier, mais en même temps, je vais vous faire vivre certaines des petites activités qu'on a faites. Donc, la première chose que vous pouvez faire avec votre carnet, c'est de personnaliser en ajoutant votre nom ou votre blase, si vous souhaitez. Donc, une sorte de pseudonyme ou un nom de plume qui pourrait, pour vous, être significatif, qui pourrait vous inspirer. Donc, je vous donne un petit instant si vous voulez cliquer sur le lien et ensuite créer votre copie du carnet et y inscrire votre nom. Donc, pour mon collègue et moi, c'était important de ramener le lien avec le papier. Oui, on aime beaucoup la technologie. Toutefois, quand on essaie d'être créatif, des fois, le bon vieux papier a encore vraiment sa place. On voulait aussi que les participants aient un endroit où ils pouvaient s'adonner à l'écriture qui n'est pas supervisé, qui n'est pas surveillé par tout le monde. C'est quelque chose de personnel. Donc, de là, vraiment la raison d'avoir ce carnet-là puis de pouvoir créer son identité de poète. La première tâche que je vous donne, et vous allez pouvoir le faire dans le carnet, c'est de choisir justement quelles seraient 5 chansons qui ont marqué votre vie, qui feraient partie de la bande sonore de votre vie. Donc, ces chansons-là peuvent avoir un lien direct avec des événements marquants qui ont marqué une époque quelconque dans votre vie. Ça pourrait être, par exemple, un premier emploi, tomber en amour la première fois, une rupture, quelque chose qui a marqué votre vie. Donc, ça peut être des chansons en français, en anglais, en espagnol, dans la langue que vous souhaitez. Donc, si vous regardez dans votre carnet, vous allez voir qu'il y a une page où c'est indiqué la bande sonore de votre vie. Donc, je vous donne un petit instant si vous voulez écrire des titres de chansons qui vraiment ont été marquantes pour vous. Que ce soit « Ça fait rire les oiseaux » de la compagnie créole que moi j'écoute en boucle dans le bateau l'été ou d'autres chansons. Je vous laisse un petit peu de temps pour y penser. Si vous le souhaitez, je vous invite à choisir peut-être une de ces chansons-là et taper le titre de la chanson dans le clavardage. Si vous souhaitez le partager, mais c'est complètement libre à vous. Peut-être qu'il va y avoir des points communs entre les chansons que vous choisissez. Je vois Shefferville de Michel Rivard, Pour un instant d'harmonium. Okay. Donc, lorsqu'on a fait cette activité-là avec les 5 chansons de la bande sonore de sa vie, c'était vraiment pour nous une façon un peu de rompre la glace sans avoir à faire un petit tour de table traditionnel, sans avoir à faire une activité où les participants vont dire « Ah non, pas un brise-glace ». Puis ça a donné qu'avec notre petit groupe que l'on avait d'enseignants et d'enseignantes, il y avait plusieurs points en commun, puis ça a mené à des conversations par suite. « Oh, moi aussi, je me souviens de cette chanson-là. Oh, ça, c'était important. Ça, je l'écoutais quand je sortais dans les bars. Ça jouait quand je faisais le ménage. »
Donc, ça a été une belle façon de tisser des liens dès le départ avec souvent, c'est les membres du personnel qui ne se connaissaient pas du tout. Donc, ça a été une façon un peu ludique d'aborder en même temps une thématique de slam et de poésie en passant par la chanson. Okay. Ensuite, on a parlé de quelque chose de sérieux pendant quelques minutes avec les participants, c'est la question de l'évaluation. Parce que veut pas, quand on enseigne, ça fait toujours partie de notre planification, c'est toujours dans notre cerveau. On se dit, bien, comment est-ce que je vais faire pour évaluer ça? On a vraiment mis l'accent sur le processus. On veut que les élèves créent quelque chose, on veut qu'ils rédigent une variété de poèmes de slam, qu'ils puissent faire des choix là-dedans pour voir le poème qui les rend le plus fiers, puis comment est-ce que ce poème-là ou ce slam-là pourrait être mis de l'avant par la suite. Donc, pour nous, c'est important qu'on ait un message clair avec les enseignants qu'on veut donner du temps en classe pour la rédaction. Ça ne sera pas nécessairement un travail qu'on fait à la maison. On veut que les élèves puissent faire des choix. On veut qu'ils se créent une sorte d'anthologie, donc un peu dans leur cahier Canada ou dans un autre médium quelconque. On veut que les élèves comprennent quels sont les critères d'évaluation, que ceux-ci soient clairs et précis et qu'on puisse offrir de la rétroaction constructive pendant le processus d'écriture, pas seulement à la fin. Donc, avoir vraiment plusieurs occasions de donner la chance à l'élève d'améliorer son produit et d'en être fier en bout de ligne. Donc, ça, c'est un petit côté un petit peu plus là, informatif. Maintenant, je vais mettre un lien vers un Padlet dans la boîte de clavardage. Je vous invite à cliquer sur le lien. Et nous avons posé la question suivante à nos participantes et je vous la pose aujourd'hui. Pour moi, la poésie, c'est... Donc, je sais pas, si vous êtes familière avec Padlet, si ce n'est pas le cas, vous allez voir qu'en bas, il y a un petit plus. Si vous cliquez sur le plus, ça va ouvrir un petit billet où vous allez pouvoir écrire pour vous ce que représente la poésie. C'est compliqué, d'accord? Ça peut l'être, en effet. Une façon créative d'exprimer ses émotions, une façon de s'exprimer, oui. Je pense que j'ajouterais peut-être une façon aussi de jouer avec la langue. Un texte inspirant, beau, parfois difficile à comprendre, oui. OK. Excellent. Je vais laisser encore une petite seconde. Là. Je vois qu'il y en a qui sont en train d'écrire. Donc, avec des élèves, on pourrait faire quelque chose de similaire. Puis à ce moment-là, bien souvent, ils vont sortir « Ah, il faut que ça rime. Ah, c'est à propos de l'amour. Ah, c'est toutes sortes de stéréotypes qu'ils ont peut-être par rapport à la poésie. Ensuite, on peut leur dire « Ben, c'est vrai dans certains cas, mais dans d'autres cas, ce n'est pas. Puis c'est justement ce qu'on va découvrir avec notre unité portant sur le slam, sur la poésie. Okay. Je vais revenir ici. Donc, pour nous, c'était important d'avoir ce questionnement-là initial parce que ça nous permettait de mieux comprendre les participants qui étaient là, quelles sont peut-être leurs appréhensions par rapport au sujet qu'on allait aborder en tant que tel. C'est une façon d'activer des connaissances antérieures puis s'assurer qu'il n'y a peut-être pas d'idées préconçues ou de craintes, puis qu'on voit qu'on est dans un milieu d'apprentissage. Il n'y a pas de mauvaises questions, on a droit à l'erreur, on va essayer d'apprendre ensemble. Et ni mon collègue ni moi sommes des experts en poésie ou en slam. Mais on est des enseignants de langue qui ont eu l'occasion à maintes reprises de faire vivre des activités avec nos élèves par rapport au slam et à la poésie. Puis on se dit, bien, pourquoi pas? Donc, on voulait mettre les gens en action. On ne voulait pas que ce soit tout le temps Taylor et moi qui parlions. Donc, tout de suite, on s'est dit, OK, on vous fait penser à un jeu d'association. Donc, tout le monde s'est levé. On avait une grande table au centre sur laquelle on a dispersé une variété de fiches. Je vais vous les montrer. Bien sûr, vous allez avoir accès à tout ça lorsque je vais partager le diaporama à la fin. Donc, on avait justement plein de types de poèmes, comme l'alexandrin, la ballade, etc. Donc, les types
étaient sur la table. Et ensuite, on avait aussi des séries de petites définitions qui étaient là pour chacun des types de poèmes. Donc, l'élégie, la fable, l'idylle, l'ode, le sonnet, le calligramme, le haïku, le rondeau, etc. Donc, là, les participants et les participantes devaient à ce moment-là, justement, discuter entre eux, collaborer, puis s'engager, puis essayer de trouver bien, comment est-ce qu'on peut associer ce nom ou ce type de poème-là avec sa définition. Donc, c'était une occasion, un, de travailler debout, deux, de justement s'engager dans ce qu'on est en train de faire comme pratique réflexive, et en même temps de découvrir certains styles. Il y en a qui disent, ben, c'est quoi ça, un rondeau? Je n'ai jamais vu ça. Ou un idylle. Puis dans certains cas, il y a même eu des débats qui disaient, ben, moi, je pense que c'est ça. Puis là, quelqu'un d'autre dit, non, c'est ça. Puis là, il y en a qui sont dit, OK, on va aller fouiller en ligne, on va poser la question. Donc, c'était beau de voir cet engagement-là, puis cette réflexion qu'il y avait justement avec cette partie. Par la suite, on a passé à des défis de rime. Donc, on s'est amusé à leur donner deux choix de défis. Le premier, c'était le défi d'une minute, où les participants avaient justement à trouver le plus de rimes avec soit le mot cœur, des rimes qui se terminent en « in » ou des rimes qui se terminent en « et ». Ensuite, on a fait un deuxième défi de rimes, qui celui-là est un petit peu plus long, où on demandait aux participants justement de composer des strophes selon différents types de rimes, donc des rimes croisées, des rimes embrassées ou des rimes plates. Donc, présentement, je vais vous lancer justement le défi numéro 1. Donc, le défi d'une minute. Donc, vous pouvez choisir soit des rimes avec le mot cœur, des rimes en « in » ou en « et ». Vous allez voir que dans votre carnet du participant, il y a une page justement pour le défi numéro 1. Donc, je vais partir la minuterie et vous allez pouvoir justement tenter de relever ce défi. Êtes-vous prête? Petit pouce en l'air si c'est le cas. Oui? OK. À vos marques, prêts, partez. Donc, la minute est écoulée. Donc, par curiosité, je vous invite à écrire dans le clavardage le nombre de mots que vous avez réussi à trouver selon le type de rime que vous avez choisi. Donc, est-ce qu'il y en a qui en ont trouvé au moins 5 mots? Je vois un dégagement de tête, je vois un 6 dans le clavardage. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé plus que 6 mots? Oh, 14! Wow! Sandra, tu es en feu? 14 mots. 11 Ah pour oui, Louise. puis il faut que je te dise, pendant que j'écrivais, je me disais, oh, on pourrait parler des rimes riches, des rimes pauvres avec tous les mots qu'on trouve éventuellement. Anyway, c'est bon. Oui, on pourrait les classifier par la suite, en effet. Donc, il pourrait y avoir un deuxième défi relié au premier défi. Donc, des petites activités comme ça, c'est une façon justement de réfléchir, de se mettre en action. On peut facilement le transposer avec des élèves par la suite. On peut faire même un défi comme ah, quel élève va être capable de trouver plus de mots que monsieur ou madame qui enseigne le cours? Faire une compétition, des fois, comme les élèves qui sont assis près de la fenêtre versus les élèves qui sont assis près du tableau. Donc, il y a des façons de dynamiser justement notre enseignement en parlant de poésie puis en parlant de rime, qui n'est pas toujours le sujet nécessairement le plus excitant pour les élèves. Donc, ça, c'est toujours amusant de justement avoir des petits défis comme ça. Ensuite, encore une fois, je vous ai dit, on voulait faire bouger les gens, on voulait faire les choses différemment. On a envoyé nos participants à la chasse aux figures de style. Donc, nous sommes sortis du local qui était réservé pour notre atelier et on a pris d'assaut le couloir
Dans le couloir, on avait justement affiché des publicités, des images, des extraits de différents poèmes dans lesquels il y a des figures de style. Et là, à ce moment-là, ben, on a armé nos participants de post-it. Donc, avec post-it et stylo à la main, ils devaient partir à la chasse dans le couloir et lorsqu'ils trouvaient une figure de style, ils devaient noter sur le post-it ce que c'était. Donc, d'après eux, si c'était une personnification, une métaphore, une hyperbole ou quoi que ce soit. Et ils collaient à côté des affiches. Donc, je donne un exemple ici de justement comme des sortes de publicités ou images qu'on pouvait retrouver. Comme tu as consommé juste un peu trop, ta voiture est juste un peu finie. Ici, ben, c'est juste en image qu'on va voir, par exemple, une gradation. Donc, toutes sortes de publicités qu'on a créées, d'autres qu'on avait trouvées aussi. Donc, c'est une hyperbole, personnification, donc des extraits de poèmes en tant que tel. Donc, vraiment, toute une variété. Puis là, ce qui arrivait, c'est que les anciens mettaient plein de post-it autour de chaque figure de style, mais ensuite, il y avait des débats. Parce qu'il y en a qui disaient, bien, je pense que c'est une métaphore, mais c'est aussi telle autre figure de style. Donc, il y avait des regroupements qui étaient spontanés pour discuter, pour essayer de trouver, mais c'est quoi la bonne réponse en tant que telle? Donc, après notre partie de chasse, nous sommes revenus en grand groupe. On a passé à travers justement chacune des figures de style pour essayer d'avoir une compréhension commune et de déterminer justement quelles sont les réponses justes. Donc, c'était vraiment une occasion de bouger, de réfléchir, d'échanger et en même temps, bien, de sortir de nos quatre murs. Parce que souvent, comme enseignant, on est pris dans notre salle de classe, quand pourtant, il y a beaucoup d'espaces qu'on pourrait exploiter au sein de l'école pour apprendre, autant dans les couloirs, la cafétéria, la bibliothèque, à l'extérieur, si le temps est clément ou si les élèves sont habillés convenablement pour ça. Donc, pour nous, c'était une autre façon, plutôt que je disais, ben, voici un texte, puis on va aller encercler ou on va aller souligner des figures de style, puis l'annoter, qui est de façon peut-être un peu plus traditionnelle. Puis quand on sait qu'on passe toute une journée ou tout un cours de 75 minutes avec les élèves, à un moment donné, ils commencent à frétiller. Moi-même, j'ai de la misère à rester assis dans la même position super longtemps. Donc, pour nous, c'était important, justement, de faire bouger les gens un petit peu. Ensuite, on a passé à notre prochaine activité qui était une activité de poésie sur les 5 sens en 5 haïkus. Donc, on a créé des citations. Dans chacune des citations, il y avait des objets, par exemple, à toucher pour avec différentes textures, comme du papier sablé, comme un carnet. On avait quelque chose de doux comme une peluche. Une autre station, on avait l'odorat. Donc, tous des petits contenants qui étaient masqués. On ne pouvait pas voir ce qu'il y avait dedans, mais on pouvait sentir que, ça, c'est du détergent. Ça, c'est peut-être, je ne sais pas, un bout de cigare. Ça, c'est quelque chose d'autre qui a une certaine odeur. Donc, on pouvait goûter. Donc, on avait des chocolats, des Doritos, toutes sortes de choses avec des saveurs différentes. Et pour la vue et l'ouïe, à ce moment-là, on a utilisé des visites virtuelles et des enregistrements sonores. Donc, les gens devaient passer à travers les 5 stations et créer des haïkus par rapport à chacun des 5 sens. J'avais donné un exemple que vous voyez à l'écran présentement. Donc, le goût du miel enrobe mes papilles, adoucit mes mots. C'est moi qui avais écrit celui-là. Donc, toutes sortes de petits défis. Donc, pour l'instant, si vous êtes prête à relever un petit défi, vous allez voir que dans votre carnet, il y a une page où il est question de haïku et vous avez un hyperlien sur lequel vous pouvez cliquer qui va vous donner une liste de sons et une liste de visites 360 degrés virtuelles. Donc, si ça vous tente, je vous invite à choisir peut-être un des deux sens et d'essayer d'écrire un haïku. Je vous rappelle que dans un haïku, dans le premier vers, il y a 5 syllabes. Dans le deuxième, il y en a 7. Et dans le troisième vers, il y a 5 syllabes à nouveau. Donc, sur ça, je vais me taire pendant quelques minutes pour vous laisser le temps de réfléchir, puis peut-être d'écouter ou de faire des visites à 360 degrés.
Donc, on va revenir en grand groupe. Je ne sais pas si c'était assez de temps pour écrire au moins un haïku. Des fois, les idées nous viennent facilement, d'autres fois moins. Là. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'ai tendance à compter les syllabes sur mes doigts. Puis dans ton Padlet, c'est moi qui avais écrit compliqué, donc j'ai besoin de plus de temps. Plus de temps, d'accord. C'est pas grave, continue. On regarde aujourd'hui, dans notre 50 minutes, on essaie d'avoir un aperçu d'une journée complète, là, évidemment, mais je pense que c'est important quand même de vivre des expériences, puis même en tant qu'enseignant, d'écrire avec les élèves. Quand on donne une tâche aux élèves, c'est, moi aussi, je vais l'essayer, ce défi-là. Puis des fois, on va être fiers de notre résultat, puis d'autres fois, on va se dire, peut-être pas. C'est correct, c'est comme ça qu'on va pouvoir ensuite faire des choix de, pourquoi est-ce que je choisis ce poème-là, puis je veux l'améliorer, puis je vais le retravailler, puis l'autre, le haïku me parle peut-être un petit peu moins, ça se peut. Ça permet de réaliser que c'est pas si facile. Non, ouais. Ça peut prendre du temps, même si c'est si court, là, en effet. Pourtant, c'était super inspirant, les images. J'ai pris une image, c'est super inspirant, mais c'est pas simple. Ouais, merci. En effet. Donc, après ça, notre prochaine activité qu'on a faite, c'était des stations d'écriture de poèmes. Donc, on avait 3 stations dans notre local. Le premier qui portait sur l'ode à ce dont je ne peux me passer. Donc, les gens devaient composer une ode ou un poème dans lequel on met au premier plan l'enthousiasme et le positivisme. On avait mis un exemple. On avait ensuite le poème à vers libre sur la déconnexion et finalement un calligramme, classique qu'on revoit souvent. Puis là, on leur donnait des options, soit une empreinte de la main, donc faire un calligramme à propos de moi, un poisson, donc un conte à contre-courant, une fleur, la beauté, ou une étoile briller de 1000 feux. Donc, on avait affiché, imprimé en plus grand, puis affiché un peu dans le local les 3, et des gens circulaient, choisissaient leur station d'écriture et se mettaient ensuite à écrire un poème selon une des 3 catégories. Vous allez voir dans le diaporama que j'ai mis le lien vers les formats plus gros, là, si vous voulez. Là. Donc, si vous voulez vous en servir, vous pourrez le faire. Après ça, on a commencé à parler du slam, qui est une forme de poésie, je pense, de plus en plus en vogue. Une forme de poésie aussi qui met plus l'accent sur la prestation, sur la présentation. Oui, il y a beaucoup d'écriture, mais c'est vraiment une performance, le slam. Donc, pour ce faire, on a commencé avec une vidéo d'une slammer qui s'appelle Chadline, qui porte sur la procrastination. Donc, vraiment un slam quand même assez percutant et dans lequel souvent on se reconnaît. Parce que, comme tout le monde, en tout cas, moi, je procrastine sur certaines choses. Par exemple, faire le ménage, c'est pas haut des fois sur ma liste de priorités. Il y a d'autres activités que je préfère faire que faire le ménage. Donc, avec cette vidéo-là, on a demandé justement aux participants de nous dire ce qu'ils entendaient, ce qu'ils voyaient, pour essayer d'avoir une compréhension commune de ce qu'est le slam en tant que tel. Puis il y en a pour qui c'était la première fois qu'ils étaient exposés à du slam. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Dans le diaporama, vous allez avoir accès à la vidéo et aussi aux paroles. Donc, si jamais vous voulez vous en servir, ça va être là. Ensuite, notre deuxième activité, c'était sur l'historique du slam. Donc, une activité de ligne du temps qu'on a créée. On est allé trouver des événements clés dans l'histoire du slam. On a découpé sur des petits billets, chaque événement séparément. Là, on donnait 2 événements aux petites équipes. Puis là, ils devaient déterminer entre les 2 événements lequel est arrivé en premier. Puis ensuite, on donnait une extension, on donnait un 3e événement. Puis ils devaient déterminer, ce 3e événement-là, est-ce qu'il va avant les 2 autres, après, entre les 2, ou est-ce que là, tout d'un coup, on change tout notre ordre chronologique. Donc, on a fait ça jusqu'à peu près une dizaine d'événements qu'on leur donnait. Et ensuite, on les a invités à aller voir ce que les autres équipes avaient fait. Donc, aller consulter les lignes du temps des autres. Ils pouvaient revenir ensuite et réajuster leur propre ligne du temps. Essayer de comprendre d'où ça vient le slam en tant que tel. Puis ensuite, on est revenu en grand groupe, on a présenté justement le corrigé. Puis là, il y a eu certains débats quand même, qu'il y en a qui ont dit, moi, il me semble que j'ai entendu dire que telle ou telle chose, ou qu'il y avait tel ou tel slammer. Donc, on va partager la source qu'on avait utilisée pour faire notre recherche. Ça a été vraiment une autre activité dynamique où les participants étaient engagés, ils collaboraient, ils parlaient beaucoup. Puis c'était drôle de voir leur réaction quand on leur a dit qu'ils pouvaient aller voir ce que les autres avaient fait. Tout d'un coup, c'est pas comme tricher, ça. C'est comme, non, on est en train de s'inspirer, on est en train de collaborer, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut améliorer ce qu'on fait à l'aide d'observations qu'on va faire.
Donc, d'autres constats quand même assez intéressants à ce moment-là. Par la suite, ça nous a amené vraiment à voir les caractéristiques du slam. Donc, prendre du temps avec nos participantes pour vraiment parler des caractéristiques comme les textes originaux, des thèmes qui sont percutants. Souvent, quand on écrit un slam, ça se peut être à propos de quelque chose qui peut-être nous a secoué ou quelque chose avec lequel on n'est vraiment pas d'accord. Qu'on sait qu'il y a telle nouvelle loi ou il y a de la censure ou il y a quelque chose qui vient vraiment là, comme nous chatouiller, là, puis on n'aime pas ça, là, puis on veut réagir. Donc, on met en lumière les émotions. Ça, c'est important parce que le slam, c'est, comme j'ai mentionné plus tôt, c'est une prestation, c'est une performance qu'on est en train de livrer. Donc là, on s'est mis à parler du rythme. Comment est-ce que quand on slam, on va choisir de faire des pauses à certains moments. On va choisir qu'il y ait des silences parce que ça vient créer de l'impact. Puis c'est vraiment quelque chose qui est préparé. C'est pas improvisé un slam, même si des fois ça a de l'air comme ça a été improvisé. Il y a eu beaucoup de travail de rédaction, puis de planification, puis de préparation et de mise en bouche qui a été fait avant de passer au micro, avant de pouvoir vraiment livrer sa performance en tant que telle. Donc là, on a fait beaucoup de liens avec la vidéo précédente qu'il y avait vue à propos de la procrastination. Donc là, on a mis aussi l'accent sur l'emploi de la musique. Dans les vraies compétitions, c'est interdit. Mais on va trouver en ligne beaucoup de vidéos de slammeurs qui vont slammer au rythme de la musique. Puis d'habitude, le temps de parole, ça va être un maximum de 3 minutes. Donc là, ça, c'était vraiment comme nos balises. Est-ce que dans une salle de classe, on peut dévier un peu? Oui, on pourrait dire, OK, on fait des slams plus courts, par exemple, avec les élèves, surtout si c'est la première fois qu'ils se mettent à slammer, puis parler devant un public, même si c'est juste notre salle de classe, des fois, pour les élèves, ce n'est pas toujours évident. On peut être assez gêné à ce moment-là aussi. Ensuite, on a utilisé le même format qu'en poésie. On a eu nos citations d'écriture de slam. Donc, encore, on avait 3 citations dans le local. Le premier qui portait sur le slam fable, où on doit réécrire un extrait d'une fable, par exemple une fable de La Fontaine, mais en tentant de l'actualiser, justement, en se servant énormément de sa créativité. Donc, on leur avait fourni des exemples, donc un exemple, entre autres, avec la cigale et la fourmi, donc une version remaniée et rajeunie, si on veut, de cette fable. On avait aussi le passé recomposé, où il fallait composer un slam où justement, on met l'accent sur ce qu'on a oublié. Ça peut être qu'on a oublié, puis c'est peut-être un petit peu trop petit, désolé, je vais le mettre sur l'autre écran, vous allez pouvoir voir mieux. Donc, on avait le slam fable, comme je le mentionnais, donc avec vraiment un exemple, un extrait ici de La Fontaine, puis à côté, une version par Ivy. On va utiliser vraiment des termes peut-être un petit peu plus modernes. On va essayer de garder la même essence, mais de le transposer au 21e siècle. Donc, ça, c'est une des citations. L'autre, c'était sur le passé recomposé, donc où on met l'accent sur des choses qu'on a oubliées. On s'est inspiré de Grand corps malade, donc qui oublie justement de commencer ce texte avec une belle introduction. J'ai oublié de vous préparer avant d'entrer en action. J'ai oublié de vous prévenir que je m'aperçois que dans ma vie, j'ai oublié pas mal de choses, si vous voulez mon avis. Donc, vraiment, toutes sortes de petites choses qui font partie de notre quotidien, mais qui peuvent avoir un impact en bout de ligne. Et la troisième citation, c'était de jouer avec les verbes. Donc, de créer des slams où, justement, on va utiliser des verbes qui sont peut-être rassurants ou positifs, des verbes qui sont inquiétants ou négatifs, des synonymes, des antonymes de verbes ou d'autres verbes qui ne sont pas du même champ lexical. Donc, vraiment de mettre l'accent là-dessus. Et dans ce cas-ci, c'est moi qui avais créé un exemple de slam. Donc, je mange à ma faim, bouffer fait partie de mon quotidien, je grignote devant la télé. Ce n'est pas ma réalité de ma famille, c'est contre mon gré que je dois jeûner. Je suis prêt à mordre ma main et garder l'autre pour demain. Donc, essayer de vraiment mettre l'accent sur ces verbes-là, puis qu'est-ce que ça nous fait ressentir aussi. Et je reviens ici. Donc, encore une fois, citation qui a été assez populaire. Après ça, on a parlé de la performance. Donc, vraiment, comment est-ce qu'on se prépare à livrer notre slam.
Évidemment, il faut se pratiquer à maintes reprises. Il faut parler fort, il faut avoir de l'expression, il faut articuler, il faut se déplacer sur scène. Ou si on ne se déplace pas, peut-être qu'on va avoir des gestes avec nos bras, on va prendre de la place. On va suivre un rythme, puis déterminer notre intention, puis les silences, puis leur durée pendant qu'on est en train de présenter. Hein, ou comme si on parle d'un classique, le mic drop, qu'on laisse tomber le micro, on ne le fait pas n'importe quand, il faut que ça soit un moment qui est gagnant. Pour ce faire, ce qu'on a fait par la suite, c'est qu'on leur a présenté un extrait d'un slam, qu'on a pris le temps d'essayer d'identifier comment est-ce qu'on pourrait planifier la présentation de celui-ci. Donc, je partage cet onglet-ci, comme ça va être plus gros. Donc, on a choisi que si c'était en jaune, c'est parce qu'on va exagérer le geste. Si on met un B, c'est parce qu'on va baisser la tête, comme s'il y a un moment peut-être de réflexion, un moment de deuil, quelque chose. Si c'est en rouge, on va vraiment intensifier notre expression. Si c'est en vert, on va pointer. Si on indique un P, on veut prendre une petite pause. Puis en bleu pâle, c'est surligné, à ce moment-là, on réduit l'intensité, qui va amener peut-être forcer l'auditoire à écouter davantage, à se dire, est-ce que c'est quoi qui s'en vient après? Ça va être quoi? Est-ce qu'il va y avoir une surprise après? Donc, on leur a partagé ce slam-ci qui avait été annoté justement. Donc, à cause de où c'est pourri, on va mettre l'accent. Toi, ma terre, autrefois si pure, si belle, si ronde. On prend nos pauses, on prend notre temps, on crée un certain impact, si on veut, en prenant ces pauses-là. Donc, on leur a montré comment on pourrait justement adapter un slam et se planoter, puis se préparer à le livrer en tant que tel pour que ça soit vraiment quelque chose qui est plus dynamique, qui va pouvoir donner le goût aux élèves là, de se sentir à l'aise puis prêts à présenter parce qu'ils se sont pratiqués. Par la suite, évidemment, nos participants, tout au long de la journée, ont écrit des slams, ont écrit de la poésie. Vraiment, ils se sont donnés à remplir plusieurs pages de leur carnet. Là, on va leur demander de choisir leur poème ou leur slam préféré. Là, il y avait du temps pour se relire, pour l'améliorer au besoin, pour se préparer à le présenter. Il y en a plusieurs qui ont choisi un partenaire, puis se sont sortis dans le couloir, sont allés ailleurs, puis se sont pratiqués à livrer ce qu'ils voulaient livrer comme slam ou comme poésie. Moi, je m'amuse toujours, d'habitude avec les élèves, là, c'était avec des enseignants, leur montrer comment est-ce qu'on démontre notre appréciation d'un slam ou d'un poème. Hein, quand on va dans une soirée de poésie, souvent, on va avoir le classique où on va claquer des doigts. Moi, je vais faire une petite confidence, je n'ai jamais été capable de claquer des doigts de ma vie. Jamais, 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 jamais. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais compris comment ce petit concept-là, là, pour moi, ça m'échappe. Mais bref. Mais ce que je regarde d'habitude, c'est si on ne peut pas claquer des doigts, on devrait faire une sorte de roulement de tambour. On va tambouriner. Si on est dans un cours de français, mais après avoir tambouriné, on va finir avec un « ouais ». Et si on est dans un cours d'anglais, après avoir tambouriné, on va finir avec un « yeah ». Donc là, tout le monde, on s'est pratiqué avant même qu'il y ait une prestation à tambouriner, à claquer des doigts. On a pratiqué nos « ouais » et nos « yeah » parce qu'on avait des enseignants des deux langues. Donc, il y en a qui ont livré leur poème ou leur slam en anglais. Donc, après qu'on était satisfait, solide, on s'est dit, OK, on est prêt à montrer vraiment notre appréciation. À ce moment-là, on a passé vraiment aux présentations. Ce qui a été intéressant, même une des participantes qui nous a dit, elle, avant même de venir, elle s'était mise à écrire quelque chose parce qu'elle avait tellement hâte. Donc là, elle voulait nous partager ça. Elle voulait nous partager quelque chose sur lequel elle avait travaillé le jour même. Il y en a qui ont eu même la difficulté à choisir ce qu'ils voulaient présenter parce qu'il avait écrit tellement de textes au courant de la journée dont il était assez fier. Donc, il voulait présenter ça aussi. Donc, à tour de rôle, on n'a pas tordu de bras qui que ce soit, mais tout le monde a accepté quand même de présenter, incluant mon collègue Taylor et moi. Donc, on a partagé, c'est dans un espace qui était bienveillant, qui était ouvert. Et ça s'est quand même assez bien déroulé de ce côté-là. Puis ensuite, évidemment, à la fin de la journée, on a demandé de la rétroaction à nos participants-participantes. C'est la première fois qu'on organisait un atelier de la sorte. D'habitude, c'est des formations un peu plus secs, là. Mais on voulait voir, est-ce que ça a fonctionné, notre approche? Est-ce que nos participants-participantes partent d'ici avec justement des idées? Est-ce qu'ils partent
outillés, ce qui maintenant ils comprennent un peu mieux peut-être comment s'y prendre pour dynamiser l'enseignement de la poésie et du slam. Donc, je vous partage un extrait des commentaires de notre petit groupe de participants. Donc, il y en a qui ont mis vraiment l'accent sur le fait que c'était ludique, qui ont trouvé trop cool l'activité des 5 sens. Il y en a qui avaient le goût de créer une unité qui inclut le slam, parce que pour eux, c'était toujours juste poésie plus traditionnelle. Ensuite, il y en a d'autres qui disaient que là, ils voyaient un peu plus la différence, mais aussi des différentes manières de pratiquer et de transmettre les élèves. Donc, vous voyez la différence entre le slam et la poésie. Je vois qu'il nous reste juste quelques minutes, on devrait être correct. Donc, d'autres ont mentionné que le slam et la poésie sont tellement accessibles et bons pour l'âme. Donc, il y en a pour qui, finalement, ça a été un peu comme une retraite d'écriture cette journée-là. Ils sont partis non seulement peut-être avec des idées en tant que pédagogue, mais en tant qu'humain, ça leur a fait du bien. Donc, il y en a qui ont dit que c'était fantastique, qui veulent donner eux aussi des carnets d'écriture à leurs élèves, qui ont adoré les idées de carrousel, de chasse aux figures de style, des défis d'écriture et tout ça. Ensuite, on leur a demandé s'il y avait d'autres commentaires qui voudraient communiquer avec nous en tant que tels. Puis là, il y en a qui ont parlé qu'on croit que c'était super intéressant, que c'était vraiment un beau partage, qui ont trouvé que c'était un moment précieux, plutôt, je devrais dire, pour prendre des risques. Hein, il y avait un filet de secours, c'était pas comme si elle allait se péter la face là, si quelque chose ne fonctionnait pas. Donc, ils ont pris des risques et nous aussi, en tant qu'animateurs, on a pris beaucoup de risques. Donc, ils nous disaient qu'on devrait refaire ça plus souvent, ce genre d'atelier-là. Puis nous ont trouvé professionnels, puis qui ont apprécié les partages qu'on a fait avec eux. Donc, ça, pour eux, c'était quand même assez important. Donc, on a eu plusieurs messages de remerciements, que c'était enrichissant, que c'était la meilleure de toutes les formations. C'était inspirant, rempli d'idées. Je peux vous dire que mon collègue et moi, par la suite, on en a parlé à notre direction de service, on en a parlé à nos collègues. C'était une des rares fois qu'on peut vraiment dire qu'après une journée d'accompagnement avec des enseignants, on avait comme on n'était pas épuisé, on n'avait pas la mine basse, on était souriant, texté. On s'est vraiment dit, hey, c'était le fun, aujourd'hui. Donc, on s'est fait un peu un cadeau à nous-mêmes en faisant un cadeau aussi à nos collègues qui enseignent dans nos écoles. Donc, pour nous, ça a été vraiment un gage de succès. C'est quelque chose que j'espère pouvoir refaire avec d'autres enseignants pour avoir peut-être encore plus de participants ou de participantes à ce moment-là. Maintenant, avec les 3-4 minutes qu'il nous reste, je vous invite à réfléchir. On peut le faire avec le Padlet ou juste de vive voix si vous souhaitez, étant donné que nous sommes un petit groupe. Est-ce que vous voyez d'autres sujets de littératie qu'on pourrait peut-être aborder en formule d'atelier interactif? Si oui, comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre? Puis, est-ce que vous voyez aussi peut-être que vous travaillez moins du côté de la littératie dans vos conseils scolaires, est-ce que vous voyez des formules ou un atelier plutôt qu'une formation plus traditionnelle pourrait être employé avec d'autres domaines? Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des idées que vous aimeriez partager, vous pouvez allumer le micro ou écrire dans le clavardage si vous êtes plus à l'aise avec ça. Je pense qu'on peut laisser faire le Padlet ici. Je peux y aller, là. Je vais briser la glace. Je suis moins familière avec la littératie, c'est pas mon domaine, je suis conseillère pédagogique, mais j'ai le dossier des enseignants en insertion professionnelle, PIPNPE, et on tente de faire, comme j'aimais tellement les questions que tu as suggérées au début, là, c'était oui pour moi à chacune des questions, parce que oui, j'aime avoir du plaisir quand je donne des formations avec les gens, puis de les mettre en action, puis que ce soit eux qui réfléchissent, puis que ce soit pas tout moi tout ne repose pas sur moi. Mais aujourd'hui, j'ai eu comme plus d'idées, peut-être pas des idées concrètes, mais je veux dire, de voir que je suis sur le bon chemin, puis c'est correct de faire ça avec eux. Et effectivement, les commentaires qu'on reçoit à la fin, c'est waouh, c'était le fun, on a eu c'était la meilleure journée que j'ai eue de formation. Donc, j'ai pas d'exemple précis là, mais je sais que ça va faire son chemin pour comme essayer de créer quelque chose de similaire pour nos enseignants d'insertion professionnelle.
Absolument. Ça pourrait être une sorte de chasse au trésor, d'en faire croître le succès. Il y a toutes sortes d'options comme ça qui peuvent être intéressantes. Moi, je peux te donner un exemple. J'enseigne le cours d'évaluation à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Et pour parler de triangulation, j'ai fait jouer mes étudiants au Jenga. Donc, il y en a qui devaient construire la tour, évidemment, mais il y en a d'autres qui devaient observer, d'autres devaient converser, donc poser des questions, parce que bon, pourquoi tu as choisi de déplacer cette pièce-là à ce moment-là, puis de la placer à tel endroit? D'autres devaient évaluer la hauteur de la tour et le montant de temps que ça prenait, puis la solidité structurelle de la tour qui est en train de construire à l'aide d'un jeu de Jenga. Mm-hmm. Donc, il y a des façons qu'on peut s'amuser, même avec des sujets comme l'évaluation, pour dynamiser nos cours. Donc, je pense qu'il va y avoir une commande de jeu de Jenga là, dans un conseil scolaire. Donc, ben, sur ça, je pense qu'il reste juste quelques secondes. Je vois que vous avez reçu dans la boîte de clavardage le lien vers le billet de sortie, donc le formulaire de sondage, de rétroaction. Donc, moi, je vous remercie énormément d'avoir participé aujourd'hui, d'avoir choisi de venir peut-être prendre des risques un petit peu, vous amuser peut-être aussi un peu. Donc, un gros merci. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous pouvez communiquer avec moi. Puis je vais mettre tout de suite dans la boîte de clavardage aussi le lien vers le diaporama si vous souhaitez avoir votre copie. Je vais mettre ça. Et moi, je prends les dernières secondes pour te dire merci, Pierre-Luc. Je pense que ça a donné des idées très créatives aux participants. En tout cas, je pense que tu es sur la bonne voie lorsque tu dis qu'il faut avoir du fun, il faut s'amuser quand on apprend. Donc, c'est des beaux exemples que tu as donnés aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci aux participantes aussi. Et je vous souhaite un beau colloque. Il reste encore quelques heures. Merci, Louise. Merci. Au revoir à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.